Lorsque nous contemplons l'immensité de l'univers et réfléchissons à notre place au sein de cette vaste toile cosmique, une question intrigante émerge. Quelle est cette force mystérieuse qui guide les transformations et les évolutions dans notre réalité? Se pourrait-il que derrière les apparences physiques et matérielles se cache une force transcendante, une intelligence divine qui orchestre subtilement les aspects de notre existence? Dans cette vidéo, Eckhart Tolle répond lors de son enseignement au concept captivant de l'intelligence transformatrice de l'univers. Vous et Krishnamurti parlez de l'importance de la conscience sans choix, confrontant directement ce qui est, sans jugement. Vous parlez aussi de la primauté de la présence, comme moyen de transcender la pensée, dont l'usage inapproprié est la cause de notre souffrance. Un autre enseignement respecté par beaucoup célèbre la pensée et le désir comme étant responsables de notre évolution et de l'expansion de l'univers. Bien que les deux enseignements aient beaucoup en commun, cela semble être un point de départ important que je ne peux pas réconcilier. Pouvez-vous m'aider à clarifier? Il semble donc y avoir, fondamentalement deux enseignements, dit-il. Et beaucoup de gens ont posé des questions similaires. L'une est d'accepter ce qui est la conscience sans choix, la présence. L'autre utilise la pensée pour créer, pour manifester, pour transformer. Ces deux pensées sont-elles séparées? Peuvent-elles être réconciliées? Comme je l'ai mentionné l'autre jour, les deux pensées représentent les deux mouvements de l'univers. L'un est dans la création, la multiplicité, la complexité croissante des formes de vie. Il s'expérimente lui-même comme cela. Il aime créer, c'est sûr, parce que si vous regardez autour de vous, même sur cette seule planète, combien de formes de vie il y a? Et toutes percevant l'univers d'une manière différente. Ou disons que l'univers est la seule conscience se percevant elle-même, à travers toutes ces différentes formes de différentes manières. Vous pouvez appeler cela un rêve, vous pouvez appeler cela la réalité, ce n'est pas grave. Ce ne sont que des mots. Et puis l'univers veut aussi connaître sa propre source. Et c'est le mouvement de retour. Il y a d'abord le mouvement vers l'extérieur, et puis, il y a le mouvement de retour. Cela pourrait correspondre au Big Bang selon lequel l'univers est sorti de rien. Personne ne sait ce que c'est, tout est parti de rien et d'un coup. Il s'est étendu et est entré dans la créativité, et les formes ont commencé à se multiplier sur des milliards d'années,
et puis l'histoire continue, disent certains scientifiques. Et même, dans l'ancienne mythologie hindoue et d'autres, il y a une histoire selon laquelle cela finira par se réunir à nouveau et revenir à un. Dans ce cas, ce sera comme l'inspiration et l'expiration de Dieu, l'univers entier. Dieu expire, et puis tout revient à la source, pour une raison que nous ne pouvons même pas comprendre. Et même, si nous commencions à y penser, quelle pourrait en être la raison ? Vous ne la trouverez jamais à travers le mental conceptuel. Mais cela a l'air de correspondre à ce que l'on fait. Parce que, nous avons un cœur qui va et vient également. Nous inspirons et expirons aussi. Et nous nous réveillons aussi le matin, et faisons toutes nos activités, et la nuit nous allons dormir. Maintenant tout se reflète à tous les niveaux. Vous êtes un microcosme de l'univers entier. Donc, si vous vous observez, comment fonctionne le cœur, comment fonctionne la respiration, comment le sommeil et l'éveil se déroulent. Le sommeil sans rêve, l'état de rêve, le soi-disant état d'éveil qui n'est pas si éveillé pour la plupart des gens. Mais ici, nous avons la même chose. Il se peut que ce soit certainement un modèle similaire partout. Alors je parle de ça, parce que, c'est ainsi que les deux mouvements se réconcilient. L'univers a besoin des deux. Il faut de la créativité, il a aussi besoin de calme. Et pour les humains, il ne suffit pas d'aller inconsciemment à la source, c'est notre destin. Parce que, c'est un destin de l'univers de s'unir consciemment avec la source, la conscience de la source. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Ainsi, votre vie doit être un équilibre, une danse entre créer, et ne pas se perdre dans vos créations. Quelle est la motivation pour la création, si vous acceptez déjà le moment présent ? Si vous vous sentez complètement en phase avec l'être du moment présent ? Il y a deux raisons pour lesquelles vous agissez ici. L'une peut être la réponse à une situation qui nécessite une action. Ainsi, dans certaines situations, quelqu'un peut avoir besoin d'aide. Vous pouvez vous asseoir à l'aise, contempler la nature et tout à coup il y a un être humain qui dit « Ah, aidez-moi ». Est-ce que vous restez assis là, et dites « Non, je suis trop à l'aise dans le moment présent ». Donc, à une situation vous répondez à ce que le moment présent vous oblige à faire. Vous répondez de l'intérieur.
J'étais dans une position de fortune quand j'étais adolescent. J'ai vécu avec mon père en Espagne pendant quelques années. Il était parti en Espagne pour se retirer et mener une vie alternative. Et puis il a manqué d'argent, et quand j'étais là-bas, nous avions si peu d'argent que nous n'avions même pas de frigo. Je veux dire que presque tout le monde avait un réfrigérateur. Mais là, pendant l'été chaud, en Espagne, pas de réfrigérateur, pas de radio, pas de pluie, pas de télévision bien sûr, il n'y pensait même pas. Donc en gros, juste le minimum. Et je n'étais pas terriblement malheureux à cause de cela. Dans une certaine mesure, je l'ai accepté, parce que j'étais encore assez jeune. Les enfants trouvent peut-être plus facile d'accepter les situations dans lesquelles ils se trouvent. Mais normalement, si je vivais dans un endroit comme ça maintenant, je n'ai pas de réfrigérateur, je n'ai que des choses de base pour vivre, je ne peux rien acheter en avance. Je dois faire des courses tous les jours parce que tout part immédiatement. Je préfère déménager plutôt que de rester là. Vous pouvez accepter un moment, cela peut encore aller. Mais vous commenceriez à chercher, ou pour le moins, vous aimeriez vivre ailleurs. Il peut y avoir une préférence et pourquoi pas. Tout le monde a une préférence. Certains bouddhistes pourraient vous en parler, ou certains maîtres vous diront, je n'ai aucune préférence. Mais ils vivent dans un ashram. Ils préfèrent être à l'ashram, plutôt que d'être à Ward Street et d'y travailler. Donc, il doit y avoir des préférences. C'est donc une chose à laquelle il faut faire face. Répondre à une situation, et avoir des préférences, puis prendre des mesures. Une autre apporte quelque chose d'entièrement nouveau, dans ce monde. Et cela vient, quand vous êtes capable de devenir suffisamment immobile, pour que vous sachiez ce que l'univers, ou la conscience unique veut que vous fassiez. S'il veut que vous fassiez quelque chose. Cela peut prendre un certain temps, avant que vous le sachiez. J'ai vécu pendant des années, en faisant relativement peu, à part en faisant des séances de conseils occasionnelles, parfois seulement 2 par semaine, et les années ont passé. Et j'étais juste, continuellement en présence, sur mon vélo, à couper du bois, transportant de l'eau et les années ont passé. Et j'ai passé des heures,
dans la conscience irréfléchie à Londres, assis sur la bruyère d'Amsterdam. 3 heures plus tard, je rentre chez moi, je prends une petite salade, et puis j'ai une séance de conseil à 5. Je pourrais vivre avec une personne par jour, une séance de conseil par jour. Et mon mental se demandait parfois, il doit y avoir autre chose que je suis censé faire. Il y a même eu de légers moments de « qu'est-ce que je fais ici ?» Mais, il n'y avait rien d'autre à faire que d'être présent. Juste de retourner à Amsterdam et de s'y asseoir à nouveau. Mais, il y a eu aussi de longues périodes, d'états incroyablement heureux, que les gens ont remarqué. Même les gens qui n'étaient pas particulièrement à l'écoute de la spiritualité disaient « Je peux ressentir quelque chose. » Qu'est-ce que c'est ? C'était de grands états des émanations de paix, mais je ne faisais rien. C'était juste que parfois, j'allais dans de petits restaurants discuter avec serveurs ou serveuses, et ils ressentaient quelque chose. Mais toujours rien, l'univers ne me disait toujours pas ce que j'étais censé faire. Et je crois que le changement décisif est arrivé. J'aurais peut-être dû y penser plus tôt. J'avais quitté Londres pour Somerset, et j'ai vécu à Glastonbury, la mer spirituelle qui attire toutes sortes de gens bizarres, moi y compris. Il y avait un chêne, j'allais voir un chêne centenaire au milieu du champ magnifique, et j'avais une relation merveilleuse avec cet arbre. Mais cette église était toujours vide. Je suis allé dans cette église, et un jour, j'y suis entré, et tout à coup, j'ai eu cette impulsion de dire, je veux l'accélération maintenant. Je savais que j'avais quelque chose à faire, et j'ai clairement demandé l'accélération de mon objectif de vie. Et puis je suis rentré chez moi. Pendant peut-être 2 ou 3 mois, rien ne s'est passé. Je l'avais déjà oublié, et puis, un jour c'est arrivé. C'est arrivé quand je me suis réveillée, et tout à coup j'ai su par une pensée et une connaissance plus profonde, que je devais déménager sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas juste un jour que c'est resté. Le lendemain, c'était toujours là, en semaine c'était encore là et la semaine suivante c'était toujours là et puis finalement, j'ai dû partir. Impossible de ne pas partir. Si je n'étais pas parti, je serais mort.
C'était donc la première étape de l'écriture du pouvoir du moment présent. Car j'avais besoin d'être dans le domaine énergétique de la côte ouest, pour une raison quelconque pour l'écrire. Et c'est ainsi que le livre a commencé. Quand quelques semaines après être arrivé sur la côte ouest, cela s'est mis en route et puis l'accélération, cela s'intensifiait de plus en plus. Ensuite, après que le pouvoir du moment présent soit sorti, c'est devenu tellement intense que j'ai presque voulu freiner. Mais c'était juste le pouvoir qui grandissait et grandissait. C'est venu, parce que pendant des années je suis allé si profondément à l'intérieur que finalement le mouvement extérieur dans la création, la création extérieure reflétait les profondeurs des années passées à l'intérieur, dans l'immobilité et le calme profond. De sorte que la création extérieure reflétait le mouvement intérieur. Le pouvoir était aussi puissant là-bas, qu'il pouvait l'être dans le mouvement intérieur. Donc, vous aussi, vous constaterez que plus vous vous alignez sur l'essence, le calme intérieur, la conscience inconditionnée, plus le pouvoir s'accentuera. Il pourra y avoir un laps de temps, mais je n'espère pas autant d'années que dans mon cas. Mais le pouvoir qui est en vous, que vous ressentez lorsque vous devenez conscient de vous-même, en tant que conscience, coule alors à travers vous. Et c'est qui crée à travers vous, et non plus le petit ego. Donc vous ne créez pas, parce que vous pensez, quand j'accomplis ceci ou cela, je vais être heureux et épanoui, non. Le bonheur complet est quelque chose de plus. L'épanouissement est déjà là maintenant. La vraie création ne peut pas sortir d'un besoin. C'est la création égoïque. Cela ne vous rend pas heureux. Cela vous rendra malheureux. Tout ce que vous créerez à la longue ne vous satisfera pas, ou vous rendra malheureux. Car cela vient d'un besoin. La création égoïque croit que j'ai besoin d'attirer quelque chose vers moi, j'ai besoin d'attirer ceci, j'ai besoin d'attirer cela dans ma vie. La création non égoïque, la conscience qui vous utilise comme instrument, qui utilise cette forme comme instrument, sort de la plénitude intérieure. Ainsi, la création vient de l'intérieur vers l'extérieur. Cela crée l'extérieur de l'intérieur. Plutôt que d'avoir besoin d'attirer quelque chose de l'extérieur.